A comme auteurice de l'écrit. Le droit d'auteur expliqué aux autrices et auteurs de l'écrit, présenté par la SCAM. D comme droit d'auteur, par Isabelle Jarry. Tout auteur ou autrice sait que l'exploitation de son livre va donner lieu à une rémunération par son éditeur. C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. C'est la première rémunération, on parle donc des droits primaires. Mais il existe d'autres droits, les droits secondaires. Ces droits secondaires sont gérés de manière collective et non individuelle. C'est pour cela qu'ont été fondées des sociétés civiles comme la SCAM. Alors, quels sont ces droits secondaires que la SCAM perçoit pour nous et nous redistribue ? Nicolas Mazard est le directeur des affaires juridiques et institutionnelles à la SCAM. Alors on parle principalement de deux types de droits. Le droit de copie privée, qui comprend aussi le droit de reprographie, et le droit de prêt en bibliothèque. Ce sont les deux principaux droits que l'auteur touche à la SCAM. Le fait est qu'on a depuis l'origine un auteur qui cède ses droits d'autoriser la reproduction et la représentation de son livre à un éditeur, et c'est l'éditeur qui gère l'exploitation du livre et qui reverse à l'auteur la rémunération qui lui est due, à savoir un pourcentage sur le prix de vente du livre. Et puis au fur et à mesure des progrès technologiques, le numérique est arrivé. Et là sont venus des usages qui n'étaient pas connus au début du XXe siècle, qui sont notamment la copie privée et la culture de masse qui a aussi engendré la construction et la multiplication des bibliothèques en France. Et donc pour les auteurs, plus de lecteurs, mais aussi moins de ventes. Les bibliothèques ont beau exister depuis longtemps, ce n'est que depuis une vingtaine d'années que les auteurs touchent une rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque. En France, un auteur ne peut s'opposer au prêt en bibliothèque, ce qui fait qu'il reçoit en contrepartie une rémunération pour la mise à disposition de son livre en bibliothèque. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que les écrivains et les éditeurs se sont rendus compte que les lecteurs n'achetaient pas le livre puisqu'il était disponible en bibliothèque, et donc ça faisait moins de recettes. Surtout que les sondages ont pu montrer que certains écrivains étaient plus lus en bibliothèque que vendus en librairie. Donc pour eux, c'était vraiment un préjudice. D'où l'idée d'une rémunération pour compenser ce manque à gagner. Depuis 2003, les auteurs l'aperçoivent chaque année. Sans entrer dans le détail technique, l'État verse ses droits de prêt à une société de gestion collective, la SOFIA, qui bénéficie d'un monopole de la perception. La SOFIA reverse ensuite à la SCAM la part correspondant à son répertoire de l'écrit. Il faut savoir qu'une part de cette rémunération n'est pas reversée aux auteurs. Elle vient alimenter le fonds de retraite complémentaire des écrivains et auteurs de l'écrit, d'une façon générale. Parce qu'il n'y a pas que les écrivains, il y a aussi les illustrateurs et dessinateurs de BD. Pour une partie de ces droits, ils sont directement versés à un organisme qui s'appelle l'IRSEC. Et cet IRSEC a pour but de collecter et de reverser à l'avenir les pensions de retraite des auteurs de l'écrit. Moi qui emprunte beaucoup de livres en bibliothèque, même si je ne les achète pas, je sais que je participe à la rémunération des auteurs et des autrices et à leur fonds de retraite. Beaucoup de lecteurs l'ignorent, et beaucoup d'auteurs également. Et pourtant, c'est ce qui constituera plus tard leur retraite complémentaire. Nicolas Mazard a également évoqué plus tôt, au titre des droits secondaires, la copie privée. La copie à usage privé, pour être exact. C'est quand on reproduit votre œuvre pour un usage privé. Par exemple, lorsqu'un étudiant fait une photocopie de plusieurs passages d'un livre pour un exposé ou un devoir. Un auteur ne peut pas interdire la reproduction par un usager, par un quelconque utilisateur, ne peut pas interdire la copie à usage privé. De ce fait, ça engendre un préjudice puisque ce qui est copié n'est pas acheté. On peut, là encore, considérer cette rémunération comme la compensation d'un préjudice économique. En 85, le droit d'auteur a été amendé pour tenir compte des nouveaux supports qui sont arrivés sur le marché, que sont les cassettes vidéo et les cassettes audio, qui sont devenus depuis des supports numériques, que sont les tablettes, les smartphones, que sont les disques durs externes ou les clés USB par exemple, et la reprographie,
qui concerne plus particulièrement ce qui est photocopié. Et cette reprographie est entièrement dédiée à la rémunération du secteur livre. Là où la copie privée numérique est beaucoup plus large, puisque la rémunération est versée à tous les secteurs intéressés par la copie privée. Et il n'y a pas que le livre, il y a le cinéma, les arts graphiques, plastique, la musique et l'audiovisuel. Mais pratiquement, comment est prélevée cette rémunération ? C'est un pourcentage sur le prix de vente du support vierge. Il est versé par tous les fabricants à un organisme appelé Copie France. Copie France partage ensuite, selon des règles décidées collectivement, entre les différents secteurs dont vient de parler Nicolas Mazard. Aujourd'hui, le montant global de cette rémunération représente environ 200 millions d'euros. Et 85% de ces 200 millions viennent de la vente des smartphones, des tablettes et des disques durs. Pour vous donner une idée, pour un iPhone 11 de 256 Go, la part de la copie privée représente 1,43% du prix de vente. Aujourd'hui, c'est la source principale de la copie privée. Et c'est vrai que dès que le marché se contracte au niveau des smartphones, évidemment, ça se ressent au niveau de la rémunération parce qu'on perçoit moins. Il y a des nouvelles sources qui sont envisagées, des disques durs internes qui n'ont jamais été assujettis à la copie privée. Et surtout, ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire les espaces d'hébergement externes qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, où vous pouvez effectivement sauvegarder des copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur. La commission de la copie privée, qui rassemble les fabricants, les consommateurs et les auteurs, travaille sur ces questions. Mais les négociations ne sont pas simples. La copie privée est même régulièrement remise en cause par les fabricants de smartphones. Il faut se battre continuellement pour préserver ce droit. Si vous voulez en savoir plus, en particulier sur les barèmes et les règles de répartition des sommes collectées, je vous invite à consulter le site copieprivée.org, très complet sur le sujet. La copie privée, outre la compensation versée aux auteurs et autrices pour leurs œuvres copiées, sert aussi à autre chose. Elle finance l'action culturelle. C'est la loi qui impose aux sociétés d'auteurs de consacrer 25% de la rémunération perçue à l'action culturelle. À la SCAM, cela se traduit par le soutien aux festivals, les prix littéraires et les bourses d'aide à l'écriture. On y revient en détail dans l'épisode B comme bourse. Avant de se quitter, vous voulez sans doute savoir comment, en tant qu'auteur ou autrice, vous pouvez toucher des droits au titre du prêt en bibliothèque et de la copie privée. Voici les conditions. Les conditions, c'est d'abord d'avoir écrit un livre, ça c'est le premier point, mais ça c'est quand même important, et que ce livre ait été édité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le livre soit entré sur le marché. Ensuite, il faut bien sûr adhérer à la SCAM et déclarer à la SCAM ses œuvres. A comme auteurice de l'écrit. Alors, pour en savoir plus sur quel contrat d'édition vous permet d'adhérer à la SCAM, rendez-vous à l'épisode C comme contrat. Vous avez écouté A comme auteurice de l'écrit, un podcast de la SCAM écrit par Isabelle Durier et Isabelle Jarry et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur toutes les plateformes et sur scam.fr.